Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Questions contemporaines, collection dirigée par B. Péquignot, Desroland et Jean-Paul Chagnolot. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Michel Manavella, L'individu, raison d'être de l'humanité pour un anarchisme humaniste, 2015. Steve Gadet, Dieu et la race aux États-Unis, le pouvoir politique de l'Église noire, 2015. Louise Fine, le jeu de la collusion entre sphère légale et réseaux illégaux, 2015. Jean Petit, la bataille de Notre-Dame-des-Landes, éléments de langage, 2015. Thierry Charles, les nouvelles perspectives de la souveraineté, 2015. Jean-Christophe Torres, l'école et les valeurs, variations sur la difficulté éducative, 2015. Emilia Punchute, diplomatie de l'arrogance. Le cas de la Russie dans les pays baltes, 2015. Nicole Peruissetfache, la bourse ou la vie. Réflexion sur les valeurs contemporaines, 2015. Jean-Marc Da Silva, libéralisme et totalitarisme, 2015. Alain Messager, Le sabre et la poussière, essai sur le postmodernisme et la guerre, 2015. Sébastien Évrard, Réformer l'administration et réformer l'État, jalons historiques et juridiques, 2015. Max Mémy, La France en partage, 2015. Marine Lamarre, Le droit à la ville. Justification, apport, manifestation et portée, 2015. Louise Fine, Irresponsabilité récurrente des élites. Accident fortuit et crime en col blanc, 2015. Sophie Aouizerat, Les habitants de France sont-ils des Français, 2015. Paul Schaeffer, Formation des diététiciens et esprit critique, comment favoriser l'indépendance professionnelle et une pratique réflexive du métier, 2015. Avant-propos. Après avoir soutenu une thèse de doctorat en urbanisme, aménagement de l'espace en 2014 réalisée au sein du laboratoire technique Territoire et Société, LATTS, École des Ponts ParisTech, sous la direction de Taoufik Swami et d'Elisabeth Campagnac, j'ai l'ambition de publier ce travail de recherche et d'aller au-delà de la simple publication d'articles scientifiques tirés du travail doctoral. Je me suis lancé dans une réécriture, un réaménagement du manuscrit en veillant à conserver son caractère scientifique. État de l'art, maintien des éléments d'administration de la preuve. Il est le fruit de plusieurs années de recherche, mais également d'une longue expérience professionnelle en entreprise qui m'ont motivé à travailler sur la transformation de l'immobilier dans le contexte de la financiarisation et du développement durable. À l'origine, la question de cette recherche qui a débuté au moment des rencontres du Grenelle de l'environnement est celle de la mise en tension entre deux cadres de référence portant sur la fabrique de la ville dite tertiaire, c'est-à-dire celle dédiée aux activités des entreprises, bureaux, entrepôts et de consommation des ménages, biens alimentaires et d'équipements, loisirs, santé, etc. Il s'agit d'une part, du processus de financiarisation qui traverse le fonctionnement des économies, et dont une littérature croissante souligne les effets sur la production des villes. Il s'agit d'autre part, de la référence au développement durable qui traduit la montée en puissance d'un nouveau référentiel d'action pour les politiques publiques en général, et les politiques urbaines en particulier, mais également de nouveaux principes d'action de la part des acteurs urbains. Les écoquartiers, la qualité environnementale des bâtiments, la mobilité douce sont les piliers de ce nouveau référentiel. À cette question qui concerne tous les acteurs de la ville, l'état de l'art ne permet d'apporter que des réponses partielles, réponses que je me suis efforcé de compléter par une autre posture tentant d'enrichir la réflexion. Le point de vue qui a été adopté est celui d'un gestionnaire animé d'un double souci. Tout d'abord, identifier les principales caractéristiques de la financiarisation de la cinquantaine de sociétés foncières cotées en bourse dont l'actif est composé principalement d'immeubles tertiaires donnés en location, puis comprendre l'organisation et le comportement de ces acteurs de l'immobilier en matière de développement durable, aujourd'hui le plus souvent bouleversés par des mouvements de réglementation et de normalisation.
Nous n'examinons pas cette question en partant de la discussion d'un cadre théorique, proposé par une école de pensée ou d'un chercheur. En effet, nous partons du constat de l'existence de tensions dans le champ des pratiques, des questions pragmatiques des entreprises. Ces tensions ont été observées dans un premier temps au sein de ces entreprises à partir d'une expérience professionnelle de quelques années dans l'univers de l'immobilier d'investissement, et notamment au début des années 2000, dans une grande foncière cotée, investisseurs et promoteurs. Cette expérience m'a beaucoup aidé dans la compréhension des logiques financières et immobilières de ces acteurs privés, et de la culture professionnelle propre à l'immobilier d'investissement à travers des idées circulant dans le monde opérationnel. Investisseurs institutionnels, médiateurs financiers et de développement durable, utilisateurs d'immeubles, États et collectivités locales. J'ai vécu au quotidien la primauté donnée à l'actionnaire et à la nécessité d'atteindre les objectifs de rentabilité et de créer de la valeur financière et boursière. J'ai pu mesurer également la capacité de l'entreprise à innover, à mobiliser des fonds et à entreprendre, pour satisfaire le niveau de rentabilité attendu par les investisseurs. Finalement, cette expérience professionnelle m'a permis de mieux comprendre ce milieu, d'y entrer, d'en déchiffrer les codes et les méthodes de management, d'identifier la diversité et la technicité des compétences notamment dans le domaine du marketing. J'ai pu cerner les réseaux d'influence de l'entreprise, mesurer ses exigences à l'égard de ses partenaires, et comprendre sa culture financière mais également d'entrepreneur, pour pouvoir décrypter ce qui se joue aujourd'hui dans la fabrication de la ville. Par exemple, j'ai pu percevoir la valeur symbolique que représentait le cours de l'action aux yeux des dirigeants, du personnel et des différents partenaires de l'entreprise, prestataires de services ou locataires. Il se dégageait dans les discussions une fierté collective à l'égard de la solidité du cours de l'action de l'entreprise, symbolisant tant la puissance de l'entreprise que le moyen d'accroître ses revenus. L'engouement général pour le plan d'épargne entreprise était à cet égard révélateur de la culture financière tant partagée par les salariés. Il n'était pas rare lors de rencontres professionnelles que les premiers échanges portent davantage sur le niveau du cours de l'action que sur le déroulement des grands projets immobiliers de l'entreprise ou de ses récents achats d'actifs immobiliers. Cet exemple m'amène à souligner la place supérieure occupée par l'actionnaire au sein de l'organisation, et l'obsession collective de créer de la valeur financière. Ce qui fonde cette valeur financière, c'est la capacité de l'entreprise à créer de la valeur économique en montrant en particulier un esprit d'entrepreneur. Cet esprit d'entreprendre se traduisait par l'organisation de visites pour le personnel des grandes réalisations immobilières de l'entreprise, dans lesquelles chaque salarié se projetait alors un peu. Cet esprit s'incarnait également dans la faculté des dirigeants à accorder de grandes responsabilités opérationnelles à de jeunes prometteurs. Tous les outils d'entreprise, en particulier en matière de ressources humaines, évaluation et formation, sont au service d'une politique de création de valeur. Cette recherche pragmatique de création de valeur se concrétisait, dans le cadre d'un management par objectif à tous les niveaux hiérarchiques, par la recherche de gains de productivité, d'économies de tout ordre, de la qualité, et par une capacité à piloter en mode projet des opérations urbaines de grande envergure, souvent inédites, et de céder opportunément les actifs dont la création de valeur allait plafonner. Le risque industriel était en partie maîtrisé grâce à l'expertise pluridisciplinaire des équipes, à l'innovation et à l'initiative individuelle, à la capacité à lever des fonds, et au réseau des dirigeants qui facilitait l'acceptabilité des projets par les collectivités et la négociation financière et des droits à construire. Cette expertise humaine s'appuyait en particulier sur de jeunes diplômés issus d'écoles de commerce avec une spécialité dans l'immobilier, et dans une moindre mesure d'écoles d'ingénieurs. La gestion des entreprises locataires était également une composante clé de cette ambition, à créer de la valeur. Pour son activité des centres commerciaux, la foncière optimisait les rendements financiers par une gestion juridique et agressive sur le terrain. Renouvellement des enseignes, optimisation des espaces, mais également mise en œuvre d'un savoir-faire marketing pour développer la fréquentation, et ainsi accroître les loyers. Dans ces grands centres commerciaux, où affluent des dizaines de millions de clients et où travaillent les milliers de salariés des enseignes, la foncière ne traitait que les questions générales en lien avec le visiteur du centre.
chiffre d'affaires, hygiène et sécurité, circulation et stationnement. À la lumière de cette expérience, quels enseignements tirer pour le travail de recherche ? Tout d'abord, elle montre l'importance à comprendre la culture de l'entreprise, la spécificité de son management et de son organisation pour analyser un mode d'intervention dans la production urbaine impliquant investisseurs, utilisateurs, collectivités publiques, consommateurs, citoyens. Une société foncière, à l'encontre de certaines idées reçues, ne recouvre pas uniquement des enjeux financiers, de rente immobilière, mais également des enjeux industriels, urbanistiques au cœur des territoires. Cette expérience a fait naître une attention à analyser le business model de l'entreprise, et surtout des intuitions liées au constat que les sociétés foncières pour générer plus de dividendes et de plus-values boursières cherchent à se spécialiser sur des produits immobiliers qui ont un très fort positionnement sur leur marché en raison de leur taille, de leur localisation, de leurs locataires ou de leur architecture. Leur recherche permanente d'une maximisation du retour sur investissement les conduirait tant à privilégier la performance environnementale notamment énergétique, qu'à acquérir ou à développer des immeubles dotés d'une certification environnementale de dimension nationale voire internationale. Le développement durable recouvre pour ces entreprises une dimension marketing en direction des locataires et des collectivités, et une garantie contre le risque d'obsolescence des bâtiments. Étant donné la diversité des profils composant notre univers d'observation, nous nous sommes appuyés, entre autres, sur le rapport annuel d'entreprise pour analyser de manière empirique nos 2 objets de recherche au sein de chaque organisation. C'est mon expérience professionnelle qui m'a également guidé à avoir recours à ce document. Principal support de communication pour les dirigeants d'une entreprise cotée en bourse, j'avais bien conscience dès l'origine de cette recherche que ce document pouvait être assimilé à un vade-mecum de l'organisation, intégrant ses objectifs, ses pratiques, ses indicateurs de performance, etc., en matière de gestion financière, immobilière ou de développement durable. Par ailleurs, complété par d'autres sources, c'est un outil pertinent pour cerner la stratégie, la culture, les changements de cap, les évolutions voire les contradictions de l'entreprise. Enfin, dès le début de ma recherche, dans un contexte concomitant de accent aigu aux libéralisations de la ville et de développement d'écoquartiers, j'ai tenté, avec l'objectif de mieux comprendre les projets urbains en partenariat public-privé, de rapprocher les outils de gestion, de gouvernance des acteurs privés avec ceux des collectivités afin de déterminer un possible alignement de comportement, de positionnement. Je terminerai en soulignant que mon expérience de gestionnaire a nourri une certaine approche intuitive dans la manière d'analyser l'objet de recherche en particulier en m'intéressant à la gouvernance de la société foncière, composition et origine des actionnaires, mode de contrôle interne, etc. À l'obsolescence de l'immeuble, à la valeur verte, aux agences de notation financière et extra-financière ou à l'investissement socialement responsable. L'ouvrage propose dans un premier temps de montrer comment le dispositif fiscal SIIC a financiarisé un groupe d'acteurs urbains majeurs dans la fabrication de la ville tertiaire, les sociétés immobilières d'investissement cotées. Cette analyse de l'intérieur de l'entreprise est utile pour appréhender les mécanismes de fabrication des espaces urbains durables. Ainsi, il s'agit d'une étape intermédiaire à notre démonstration qui se tournera dans un deuxième temps, vers l'analyse des stratégies globales des sociétés foncières en matière de développement durable, notamment par rapport au référentiel de l'immobilier durable, et leurs pratiques opérationnelles négociées avec les collectivités dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain. Introduction. Un enjeu et intérêt de l'objet de recherche. La financiarisation et le développement durable sont 2 sujets en soi, mais leur rencontre est l'amorce d'une réflexion urbaine globale. Toutefois, si nous cherchons en ce qui concerne les acteurs urbains à expliquer une sorte de parallèle, de concomitance entre ces 2 mouvements, nous ne trouvons pas nécessairement des points de contact ou de lien entre eux. Pour prendre part à ce débat, nous analysons la production de l'immobilier tertiaire à travers les sociétés d'investissement immobilier cotées, SIIC, en France. Par commodité, nous employons l'acronyme SIIC pour Société immobilière d'investissement cotée. Nouveaux investisseurs dans la production urbaine, leur émergence et leur développement sont étroitement associés, en raison de leur nature juridique et fiscale,
au processus de financiarisation d'une ville évoluant sous contraintes budgétaires. Dans le même temps, elles évoluent dans un environnement où l'impératif du développement durable ne peut être ignoré. Le secteur résidentiel et non résidentiel est le premier consommateur d'énergie et le troisième émetteur de gaz à effet de serre, GES. Il représente 41% de l'énergie finale consommée en France. Le résidentiel représente environ 2/3 de la consommation et le tertiaire 1/3. Il est suivi par le secteur du transport, 32%, et les secteurs de l'industrie et de l'agriculture, qui représentent respectivement 25 et 2% de la consommation nationale. Le secteur résidentiel tertiaire contribue à 20% des émissions de GES. Les questions soulevées par le réchauffement climatique rejoignent ainsi les questions de performance environnementale des bâtiments, de mobilité domicile, travail, loisirs, d'étalement urbain et de densification. L'immobilier tertiaire est également au cœur du développement urbain tant par sa contribution à la durabilité économique des territoires que par sa contribution à la durabilité sociale, culturelle ou de la santé. Ceci soulève la question du renouvellement des logiques d'action de ces nouveaux entrants sur le cadre bâti, mais aussi, de manière concomitante, leur influence sur la production des espaces urbains. L'analyse de cette concomitance à partir du point d'observation de ces sociétés foncières pose la question de manière pragmatique en termes de contraintes ou d'opportunités. Le développement durable est-il pour l'entreprise un obstacle à son développement économique ? Ou est-il possible de constituer, grâce à lui, un nouveau marché ou une nouvelle ressource nécessaire à la conquête de certains marchés ? Cette question sur le développement durable, comme marché émerge et mise en œuvre des stratégies des SIIC pour y entrer, ne constitue cependant pas l'objet de ce travail. Le développement durable est davantage considéré par les sociétés foncières comme un marché de normes, de la qualité environnementale de l'immeuble que comme un marché de produits-services. Entendons par là que l'enjeu pour cette recherche n'est pas d'analyser les innovations qui permettraient aux SIIC de gagner des parts de marché. Il s'agit plutôt de comprendre comment l'évolution des normes techniques en matière d'immobilier durable influence leur stratégie, et inversement, comment, à travers leurs pratiques notamment, les sociétés foncières se les approprient, les complètent à l'occasion de la fabrique des espaces urbains. Il apparaît indispensable pour éclairer les enjeux de la production immobilière tertiaire de s'intéresser à ces entreprises dont les caractéristiques sont plurielles. Un investisseur urbain de premier plan, un statut d'entreprise réglementée, une variété d'activités immobilières, un métier d'aménageur de grands projets urbains tertiaires pour certaines SIIC. Nous mettons en lumière leur rôle et leur positionnement dans la fabrication de la ville, comment elles se construisent, une représentation en particulier économique et financière de cette fabrication. Les SIIC incarneraient depuis une dizaine d'années une forme de pénétration de la finance dans l'immobilier d'entreprise. L'investissement en immobilier peut s'effectuer indirectement au moyen de la pierre papier, cotée ou non cotée, c'est-à-dire par l'acquisition de parts ou d'actions de sociétés immobilières ou de véhicules dédiés dont les sous-jacents sont des actifs immobiliers. Leur existence et leur statut en tant que profession d'investisseur sont reconnus et encadrés par l'État. Ces entreprises se caractérisent par un modèle de création de valeur particulier et une pluralité de métiers. À ce jour, si l'on trouve un nombre important d'auteurs travaillant sur le lien entre foncière cotée et financiarisation, on note que peu d'auteurs ont cherché à faire le lien entre l'instrument de politique étatique SIIC et la financiarisation, ainsi que le lien entre financiarisation et développement durable. Sur ce dernier point, les analyses consacrées aux politiques de développement durable demeurent relativement succinctes, par comparaison avec la multiplication d'analyses relatives au processus de financiarisation. Par ailleurs, l'exploration des acteurs urbains privés de l'intérieur est relativement rare en recherche urbaine. Notre exploration va se différencier d'une observation qui les analyse selon la théorie économique néoclassique de l'extérieur, comme des firmes ou agents économiques assimilés à leurs propriétaires unis. Une telle analyse prive le chercheur de la substance complexe de l'organisation caractérisée par ses différents acteurs, actionnaires, dirigeants, salariés, etc., et ses différentes fonctions, finance, marketing, développement durable. Le choix de cet angle d'analyse permet de mieux mettre en valeur la particularité de chaque acteur privé souvent catégorisé, malgré les nuances,
comme le mal nécessaire, dans la production de la ville. Il s'agit aussi de l'analyse dans la diversité et la complexité des composantes internes de chaque entreprise, en particulier, dans ce qui différencie les équipes de direction, construisant une stratégie et interprétant les cadres de référence, et les équipes plus opérationnelles, qui doivent faire des ajustements en fonction de chaque projet immobilier. Cependant, la recherche n'observe pas tous les aspects internes des sociétés foncières ou tout au moins de manière approfondie, mais ceux qui nous aideront à répondre à ces questions. Comment les deux cadres de référence de l'objet de recherche, qui reposent sur des prémices très différentes, s'articulent-ils au sein des sociétés foncières? Comment sont-ils mis en tension, en relation dans le cadre de la réalisation d'investissements immobiliers par l'entreprise? Sont-ils contradictoires et foncièrement incompatibles par les valeurs, les croyances qu'ils recouvrent chacun au sein de l'organisation? Ou peut-on au contraire percevoir des éléments de construction de leur mise en compatibilité, de leur convergence, et dans ce cas-là comment, par quels détours, quels objectifs, quel processus de transformation des marchés, des organisations et des systèmes d'action? Finalement, la mise en rapport de ces deux modes de développement annonce-t-elle une remise en cause du mode de fabrication de la ville tertiaire? Le rôle des acteurs des marchés financiers dans l'évolution des modalités de production urbaine reste peu étudié en France et cela contraste avec leur place croissante dans la détention de nombreux objets urbains. Albert, 2013b. Lorsque c'est le cas, elles ont été abordées principalement dans une perspective fiscale et financière, généralement à partir d'approches quantitatives. Batch et al., 2005, 2007, Thiam 2008, Napi-Choulet 2008. Bien que reposant sur un même dispositif fiscal, au demeurant inédit jusqu'à présent en France, la diversité des stratégies immobilières et industrielles et de comportement de ces entreprises constitue un champ à explorer, et ce, alors que les exigences du Grenelle de l'environnement pourraient contribuer, par hypothèse, à redéfinir leurs stratégies et pratiques. Pour mieux situer notre démarche, un préalable s'avère indispensable, celui de préciser les définitions mais aussi la démarche d'analyse de la financiarisation autant que celle du développement durable, et d'identifier les niveaux d'analyse à partir desquels les appréhender étant entendu qu'ils ne se situent pas sur le même plan épistémologique. Cette identification des niveaux d'analyse participe de la construction de l'objet de recherche car tant la financiarisation que le développement durable, ces deux concepts ont en commun de recouvrir, sous un vocable unique, des processus très disparates. Ainsi, la financiarisation ne vise pas les mêmes objets et ne se décline pas de manière identique selon que l'on s'y réfère à un niveau macro, méso ou microéconomique. De même, le développement durable comme référentiel d'action varie largement selon le choix-poids des composantes retenues et l'échelle territoriale à laquelle on conçoit qu'elle opère. Mais l'autre source de difficulté méthodologique commune à ces deux concepts tient à la nécessité d'articuler plusieurs niveaux théoriques et plusieurs échelles territoriales d'analyse. Il importe tout d'abord de voir comment la financiarisation et le développement durable se répercutent sur la production urbaine. Une interaction peu abordée dans la recherche urbaine. La première remarque que l'on peut faire est que la recherche urbaine accumule un certain nombre d'ouvrages et d'articles traitant soit de la financiarisation, soit du développement durable, mais bien souvent en séparant ces deux thèmes. Ainsi, la relation entre une financiarisation de l'immobilier et le développement durable est encore peu traitée, aussi bien d'un point de vue théorique qu'empirique. Cela pourrait résulter de difficultés à rendre compte des interactions entre les sphères du construit urbain et la finance, ainsi qu'au caractère encore relativement émerge de l'analyse de chacun de ces deux cadres de référence. Les économistes et les géographes se sont saisis de la financiarisation de la ville que de manière récente, alors que la problématique du développement durable des espaces urbains connaît une multiplication des investigations, notamment à travers des projets pluridisciplinaires associant sciences de l'environnement et sciences sociales, dont l'urbanisme. Il manque encore des recherches empiriques détaillées sur les acteurs urbains, qui ne soient pas seulement des interprétations partielles ou hypothétiques établies au mieux à partir de quelques études de cas. Nos recherches bibliographiques et documentaires ont établi qu'il n'existait aucune source textuelle en langue française analysant sur un plan théorique le lien entre financiarisation et développement durable, avec comme univers d'observation les sociétés foncières cotées en bourse.
Depuis la dernière décennie du XXe siècle, l'évolution des villes, la structuration de l'espace, le développement de telle ou telle forme de bâtiment repose sur le rôle croissant des mécanismes financiers. Renard, 2008, 2010, 2012, pense qu'une ville saisie par la finance, c'est-à-dire par les intérêts propres aux investisseurs, est aux antipodes des principes du développement durable. Pour l'auteur, la financiarisation de l'immobilier contribue à souligner l'impuissance des politiques urbaines, qui peinent de plus en plus à atteindre les objectifs qu'elles s'assignent, et les formes urbaines résultent davantage des mécanismes financiers. L'immobilier d'entreprise définit la structure urbaine, constituant le premier enjeu de la financiarisation. Il souligne qu'il existerait du fait d'une temporalité d'action différente, une contradiction entre le développement durable et les forces du marché qui ne peuvent à elles seules œuvrer pour un développement durable. Varro Serfati 2011 propose une autre façon d'aborder l'objet de recherche en constatant que le risque ne découle pas seulement de la financiarisation, qui se traduirait par une géographie sélective des investisseurs, non seulement entre les villes mais au sein des villes elles-mêmes, mais peut-être aussi, et de manière paradoxale, de l'injonction même à une ville plus durable. Pour l'auteur, les aménageurs demandent depuis la loi SRU de plus en plus aux promoteurs d'intégrer des logements sociaux dans leurs programmes. La part du foncier affecté au logement social est souvent vendue aux promoteurs à un prix moins élevé que le foncier affecté au logement libre. Mais cet écart de prix est en général insuffisant aux yeux du promoteur pour compenser le différentiel de prix de vente. D'autant que la différence entre le coût de construction des logements libres et celui des logements sociaux n'est pas toujours significative. On retrouve ici l'idée d'une ville durable dont les mécanismes de production reposent sur des modèles économiques, voire des formes de rentabilité, qui sont mis à la question. Qui paye quoi dans la fabrique de la ville ? Napi Choulet 2009 s'interroge dans le contexte de financiarisation des marchés immobiliers et dans le cadre des défis environnementaux de ce secteur économique, sur la manière dont les différents acteurs immobiliers produisent les espaces urbains, des quartiers et des immeubles d'usage divers, logements, bureaux, commerces. L'auteur et Descamps, 2011, souligne ainsi l'influence de la prise en compte de critères attribués à un développement durable dans le choix de localisation des grandes entreprises cotées en région parisienne. L'attractivité des territoires et les choix de localisation des entreprises ne dépendraient plus uniquement des facteurs traditionnels, coûts, accessibilité transport, présence d'entreprises services, profil du quartier, mais également de facteurs attribués à des formes de durabilité urbaine, certification des bâtiments, aménagement de quartiers durables. Questionnant eux aussi la prise en compte des injonctions pour un développement durable, Attuyer et al. 2012, donne une préférence à l'analyse des tensions produites par l'obligation de performance énergétique des immeubles imposée depuis le Grenelle de l'environnement au modèle financiarisé des investisseurs qui se transforme en termes d'organisation, de stratégie et de décision d'investissement. Theria et Crevoisier, 2012-2013, soutiennent, en partant de l'observation de grands projets immobiliers suisses, que la durabilité urbaine peut être le fruit d'une forme nouvelle de négociation menant à un compromis entre des investisseurs immobiliers intéressés par le long terme apportant des capitaux financiers mobiles et des acteurs locaux porteurs de projets conçus au titre d'une ville plus durable. Selon les observations de ces auteurs, les entreprises de développement-construction jouent un rôle central dans cet ancrage en raison de leur capacité à traduire certains enjeux de durabilité en termes financiers. Parallèlement, la question de la durabilité dépend beaucoup de la capacité des acteurs locaux, collectivités au premier titre, mais aussi associations environnementales, à négocier avec les promoteurs de ces projets urbains. Tout en questionnant la relation entre investisseurs institutionnels et redéveloppement urbain, Hagerman Clark, Ebb 2007, adopte une position différente. Pour ces derniers, les décisions d'investissement de fonds de pension publics nord-américains adossés à des fonds d'investissement spécialisés et à un réseau d'intermédiaires financiers produisent des effets vertueux sur la durabilité des territoires concernés. Tout en soulignant les risques de développement inégal selon qu'un territoire entre dans le champ d'action retenu par les gestionnaires de fonds de pension, ou en est exclu, les auteurs insistent sur la diffusion de bonnes pratiques réalisées par les fonds de pension, bonnes pratiques qui contribuent, dans certaines conditions,
à la revitalisation de quartiers en déclin et à des effets sociaux jugés positifs par les auteurs, création des emplois, production de logements et augmentation des ressources fiscales, tout en offrant un retour sur investissement à hauteur du risque pris par les investisseurs. Enfin, s'il n'adopte pas une position normative à l'image de Hebb 2005, Taburet 2012, soutient que dans le cas français, le portage d'opérations de quartiers durables ouvre de nouvelles opportunités financières aux promoteurs aménageurs. Dès lors que ces derniers parviennent à adapter leurs stratégies, pratiques et outils à une intervention à l'échelle d'un quartier, ils se constituent comme force de proposition pour des acteurs publics locaux en quête de solutions permettant de promouvoir des formes d'urbanisation jugées comme plus durables. Pour autant, c'est plutôt à l'échelle de l'immeuble que la littérature offre le plus de travaux à l'articulation entre financiarisation et enjeux de développement durable. De nombreuses études d'origine anglo-saxonne principalement attestent d'une réappropriation de la notion de développement durable dans une perspective d'économie financière, à travers notamment des tentatives de modélisation de la création de valeur verte, Green Value, Katz 2003, Lorenz 2008 et Scholz et al. 2009, Koch et al. 2011. L'intérêt récent pour la valeur verte plus grand que de l'immeuble est encore peu développé en France, et le milieu scientifique demeure encore circonspect sur les méthodologies et les outils d'évaluation appliqués aux immeubles dits durables. Dans le cadre d'un mémoire de master, Chazelle 2009 observe que la performance environnementale d'un actif immobilier peut se traduire certes par une rentabilité plus importante, mais aussi, et peut-être principalement, comme un facteur de diminution du risque pris par le propriétaire. Ainsi l'auteur définit la valeur verte comme la valorisation supplémentaire apportée à un actif, par le biais des facteurs de développement durable. Ce qui dans une perspective de gestion financière revient à une amélioration de la performance financière puisque l'investisseur prend un risque moindre. En effet, un immeuble répondant à un niveau d'exigence environnementale supérieur pourrait voir son risque d'obsolescence diminuer, contredisant en ceci l'analyse de Chénaud, 2003, selon laquelle la diffusion des logiques des investisseurs institutionnels dans l'immobilier d'entreprise accroîtrait l'obsolescence du parc. Les mécanismes sous-jacents de la relation entre immeuble vert et performance environnementale améliorée et risque d'obsolescence réduit sont développés dans plusieurs réflexions émanant de travaux issus tant du monde professionnel que de la recherche académique, Albert et Alla, 2013. Wouteloup et al., 2010, conclut que l'immobilier dit durable constituerait un moyen de réduire le risque d'obsolescence à la fois vis-à-vis du marché, tant auprès des entreprises locataires que des investisseurs, avec des effets positifs en matière de valorisation financière et vis-à-vis des réglementations promues par le législateur. C'est d'ailleurs dans cette perspective que certains travaux interprètent le déploiement des politiques de développement durable appliquées à l'immobilier comme un facteur de risque d'obsolescence réglementaire pour les propriétaires. Albert et al., 2013, page 147. En mobilisant des observations à partir d'indicateurs de gestion censés rendre compte d'un immobilier durable, Carassus, 2011, défend la thèse de la soutenabilité environnementale, économique et sociale. L'immobilier durable est un immobilier performant dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de la santé tout en étant acceptable socialement et d'un coût maîtrisé. Étroitement articulé à l'urbanisme et au transport, il constituerait alors une dimension essentielle de la ville durable. En partant de ces débats de fond, nous nous demandons si la financiarisation de l'immobilier, entendue comme la prégnance de logiques de performance financière dans la production et la détention d'objets urbains, contribue à rendre impuissantes les politiques urbaines tentant de promouvoir un développement considéré comme plus durable ou au contraire, observe-t-on une tendance des investisseurs à s'accorder sur le caractère financièrement positif de l'immeuble vert, en particulier dans un contexte d'obsolescence réglementaire programmée ? Ceci revient implicitement à questionner la capacité d'influence des investisseurs financiers dans l'aménagement et la gouvernance des espaces urbains. Le tout réalisé sur fond de contexte économique et financier plus difficile pour les acteurs publics locaux, en raison notamment des restrictions budgétaires et de la concurrence interterritoriale accrue, interroge le chercheur. Comment les investisseurs financiers contribuent-ils à réorganiser les modalités pratiques de la fabrique urbaine et les rapports de force qui s'y jouent ?
Quelles formes de régulation se mettent alors en place entre les différents acteurs autour des choix réalisés en matière de production d'espaces urbains considérés comme plus durables? Pour tenter de répondre à ces questions, il apparaît utile de présenter le processus global de financiarisation et son emprise sur l'environnement urbain bâti. 2. Une observation à différents niveaux. Le processus de financiarisation est différent selon que l'on l'aborde au niveau macroéconomique, au niveau mésoéconomique, notamment du secteur immobilier, ou au niveau microéconomique, à l'échelle de l'entreprise. Nous proposons une lecture des évolutions des modalités de production et de détention de l'immobilier, en croisant les niveaux méso et micro, où s'observe concrètement la diffusion des techniques de gestion financière, et avec elles, une transformation des logiques d'action des sociétés foncières qui gèrent l'immobilier tertiaire dans une proportion croissante. Au niveau mésoéconomique, la diffusion des instruments financiers. Les travaux des économistes qui se revendiquent des approches mésoéconomiques, méso-analyse, n'assimilent pas l'approche méso à un travail qui porterait seulement sur la branche d'activité ou un secteur, Morvan 1977. Dans la poursuite de cette posture, il s'agit alors de réfléchir à la manière dont les activités relevant du secteur de la production immobilière peuvent être éclairées. Acteurs privés du financement et de la production urbaine mais aussi acteurs publics disposant de capacités d'action en matière notamment d'aménagement urbain. Il s'agit notamment d'analyser comment des acteurs financiers interviennent dans la production et la reproduction des systèmes urbains, notamment en contribuant à étendre le domaine d'action financier et de ces institutions au marché immobilier urbain. À ce niveau d'analyse, la financiarisation de l'immobilier se manifeste alors par la convergence entre les modalités de gestion des biens immobiliers et celles d'autres catégories d'actifs financiers. Aveline Dubar, 2008, page 44. Elle se traduit par la place croissante en volume des capitaux financiers dans la détention du parc immobilier. Napie-Choulet 2006 offre quelques éléments chiffrés pour apprécier cette évolution. Ceci se caractérise notamment par l'augmentation de la capitalisation boursière de l'immobilier dans le monde, laquelle a été multipliée par 2 en 6 ans. Elle se traduit également par la croissance continue des fonds d'investissement immobilier non cotés en Europe, et par la création de nouveaux véhicules qui fonctionnent avec l'effet de levier du crédit. Cette mutation du produit immobilier en produit financier est marquée en France par l'arrivée dans les années 90 des fonds anglo-saxons et de grandes banques d'affaires internationales, qui ont notamment racheté les créances immobilières et les actifs immobiliers dans le cadre d'opérations de défaisance immobilière, Napie-Choulet 2006-2009. L'auteur, 2012, date même le début de l'arrivée des premiers investisseurs étrangers, Japon, Moyen-Orient, à un premier cycle spéculatif allant de 1985 à 1991 qui aurait accompagné la tertiarisation d'une large part de la première couronne de la région parisienne. On observe en France une forte détention indirecte de l'immobilier d'investissement via des véhicules cotés et non cotés. La détention directe représente à peine 20% du total investi dans l'immobilier en France alors que le chiffre à l'échelle de l'Europe est de 40%. FSIF octobre 2009. On observe alors une filière de production immobilière qui s'autonomise, se financiarise et s'internationalise, et dans laquelle le capital étranger joue un rôle croissant, Malezieux 2003. Ceci renvoie à la diffusion à large échelle d'instruments financiers, et au montage d'opérations financières plus complexes privilégiant la dette avec effet de levier. L'introduction de ces techniques repose, en matière de finance, sur les notions de coût d'opportunité et de prime de risque. Ces dernières supposent alors que les marchés immobiliers gagnent en transparence et en liquidité, alors même qu'ils sont réputés comme opaques et peu efficients. Il semble utile de préciser ici quelques chiffres clés qui permettent de mesurer l'importance de la production immobilière financiarisée par rapport à l'ensemble de la production immobilière tertiaire. À la différence du marché du logement, nous disposons de peu de données publiques sur l'immobilier tertiaire. En effet, elles proviennent principalement d'organismes privés. En 2007, l'ensemble du patrimoine immobilier national représentait 9 405 milliards d'euros dont 7 635 milliards d'euros pour les logements, 81%, et 1 770 milliards d'euros pour les bâtiments privés et publics non résidentiels, 19%.
L'immobilier tertiaire qui nous intéresse dans ce travail ne couvre pas l'ensemble de l'immobilier non résidentiel puisqu'il exclut habituellement les locaux agricoles et industriels. Quelques chiffres clés permettent de mesurer l'importance de la production immobilière financiarisée par rapport à l'ensemble de la production immobilière tertiaire. Sur les 1600 milliards de patrimoine national en immobilier d'entreprise en 2008, environ 220 milliards, soit à peine 15%, sont détenus par des investisseurs institutionnels en direct ou sous forme de fonds cotés ou non, les autres 85% restant la propriété des utilisateurs occupants. Cette situation minimise l'effet de la financiarisation de l'immobilier et son intégration dans l'environnement des marchés financiers. La taille de l'immobilier d'investissement en France est comparable à celle des deux autres grands pays européens de l'investissement, à savoir l'Allemagne avec 270 milliards d'euros et le Royaume-Uni avec 250 milliards d'euros. Les SIIC sont à la tête d'un patrimoine de 95 milliards d'euros, près de la moitié des 220 milliards détenus par l'ensemble des investisseurs institutionnels. En 2008, le montant des investissements réalisés dans l'immobilier tertiaire s'élevait à 13 milliards d'euros avec environ 80% des investissements en région parisienne sur le segment des bureaux. En 2007, année record, il représentait 19,5 milliards d'euros et en faveur du secteur banque-assurance, près de 40% de la demande placée. À noter aussi que sur ce marché internationalisé, près de 60% des transactions dépassent les 100 millions d'euros et sont réalisées à 40% par des investisseurs étrangers. En 2007, il représentait 60%. Au niveau microéconomique, un processus de titrisation qui transforme l'entreprise. En passant à un niveau d'analyse micro, il s'agit de comprendre comment des évolutions au niveau macro et méso se traduisent concrètement dans l'évolution des modalités de gestion des entreprises. La titrisation des actifs immobiliers est le révélateur au niveau micro de la financiarisation du marché immobilier. Cette technique financière vise à rendre plus liquides des actifs physiques porteurs de flux financiers, sous-jacents immobiliers, en leur associant des titres de propriété facilement échangeables, soit à travers la cotation en bourse ou dans des fonds non cotés. Pour un investisseur institutionnel, cette technique permet d'acquérir des droits sur les flux financiers engendrés par l'actif immobilier sans pour autant en avoir la possession directe. Ainsi, l'investissement en immobilier peut s'effectuer indirectement au moyen de ce qu'il est convenu d'appeler la pierre papier, cotée ou non cotée, c'est-à-dire par l'acquisition de parts ou d'actions de sociétés immobilières ou de véhicules dédiés dont les sous-jacents sont des actifs immobiliers. Par hypothèse, les processus de production et de gestion des actifs, dans ce cas immobilier, sont désormais subordonnés à des exigences de rentabilité déterminées par les actionnaires. Arribet 2001. Nombre d'auteurs en sciences économiques et de gestion pensent que cet impératif de rentabilité transforme les modalités de gouvernance ainsi que les stratégies poursuivies par les entreprises. Orléans, 1999, Plion, 2004, Palpacuer et al., 2005. Orléans, 1999, évoque une conception financière de l'entreprise. Flickstein, 2001b, considère que cette conception du contrôle dite financière des entreprises est apparue au cours des années 1960 à l'occasion d'une augmentation singulière du nombre de fusions en Amérique. Les entreprises, notamment celles qui sont cotées, sont alors soumises aux normes attendues par les marchés financiers, dont au premier chef, un souci de transparence des stratégies et des comptes se concrétisant par la divulgation de rapports d'information annuels détaillés et par la médiatisation plus générale d'informations. Ceci n'aurait cependant pas que des conséquences sur une plus grande circulation des informations, mais affecterait aussi les stratégies des entreprises qui, sous l'influence des attentes des investisseurs financiers, pourraient par exemple entreprendre l'externalisation et le recentrage sur ce qui est considéré comme leur cœur de métier. Plus largement, c'est la gouvernance d'entreprise qui serait affectée avec une évolution de la répartition des pouvoirs dans l'entreprise. Les relations qu'entretient une entreprise avec ses différents stakeholders, c'est-à-dire l'ensemble des agents détenant une créance légitime sur l'entreprise, liée à l'existence d'une relation d'échange. Charot, 1997, seraient affectées. Giraud 2001, pp 299 à 300, 311, montre que le développement de l'épargne institutionnalisée, au détriment d'un actionnariat individualisé,
a instauré un capitalisme de marché financier dit patrimonial, ou encore institutionnel ou actionnarial. Ce dernier s'entend comme l'influence directe d'actionnaires, les investisseurs institutionnels, qui adoptent une attitude financière opportuniste face aux entreprises où sont placés leurs fonds. En analysant ce nouvel ordre actionnarial qui place l'accent sur la valeur pour l'actionnaire, dite shareholder value, les acteurs financiers vont ainsi privilégier la rentabilisation des investissements par rapport à d'autres critères économiques. L'émergence de ce véritable pouvoir actionnarial au sein de l'entreprise a été causée par les investisseurs institutionnels qui gèrent la majeure partie des actifs financiers placés sur les marchés. À leurs yeux, l'impératif de liquidité reste la priorité. Ils ont pour métier la gestion d'actifs et non la mise en œuvre de stratégies industrielles, Orléans 2000. Ainsi, la conduite de l'entreprise serait déterminée par des actionnaires qui recherchent une appréciation à court terme de leurs actions, fût-ce au détriment des performances à long terme des entreprises. Les travaux d'auteurs attachés à l'école de la régulation soulignent comment le déploiement d'un régime d'accumulation financière se traduit par un pouvoir de la finance, Orléans, 1900. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.